Salut à tous. Quelque chose est en train de se produire en ce moment même dans le golfe Persique et le monde ne semble pas en mesurer toute la portée. Ce n'est pas une escarmouche, ce n'est pas une provocation, mais un basculement fondamental et irréversible de l'équilibre des forces dans la voie maritime la plus stratégique de la planète. Ce basculement n'est pas provoqué par des mouvements de troupes ni par des échecs diplomatiques, il est provoqué par un seul système d'armement, entré discrètement dans l'équation et qui change désormais tous les calculs que doit faire chaque commandant naval américain lorsqu'il regarde une carte du Golfe et se demande si un navire peut survivre à ce qu'il attend dans ses eaux. Cette question avait autrefois une réponse simple. Ce n'est plus le cas. Voilà pourquoi les amiraux perdent le sommeil, pourquoi les groupes aéronavals se repositionnent, pourquoi la marine la plus puissante de l'histoire humaine opère dans le Golfe Persique avec un niveau de prudence qu'elle n'avait pas affiché depuis 30 ans, et pourquoi un missile dont le nom est presque inconnu du grand public se retrouve au centre de toute cette crise. Un point de presse façon Trump pourrait encore appeler cela un contrôle total, ce qui reste pratique tant que personne ne demande pourquoi les navires se tiennent plus loin. Ce missile s'appelle le Y-Winged E1, les Chinois l'appellent Eagle Strike Winged E1, les analystes occidentaux de la défense l'appellent un tueur de porte-avions, et à l'heure actuelle, au cœur d'un conflit actif qui a paralysé le transport maritime mondial et fait bondir les prix du pétrole, de sérieuses indications laissent penser que cette arme est entrée dans l'arsenal de l'Iran. Ce qui suit est plus grave qu'il n'y paraît. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le Golfe, il faut revenir au 28 février 2026. C'est la date à laquelle les États-Unis et Israël ont lancé une campagne militaire conjointe contre l'Iran. Des frappes aériennes ont touché des cibles en profondeur dans le pays, installations souterraines de missiles, infrastructures de commandement, hauts responsables. Le guide suprême de l'Iran a été tué. En quelques heures, l'Iran a répondu par le seul geste qu'il préparait depuis des décennies. Il a fermé le détroit d'Ormuz. Pas symboliquement, pas comme un avertissement, mais comme une arme. Pour la politique des slogans de campagne, c'est la partie qui dérange. Une voie maritime ne rouvre pas simplement parce que quelqu'un prononce le mot force devant un micro. Le détroit d'Ormuz est un passage étroit qui relie le golfe Persique au golfe d'Oman. À son point le plus resserré, il ne mesure qu'environ 33 km de large. Par ce passage étroit transite environ 25% du pétrole maritime mondial et 20% de tout le gaz naturel liquéfié de la planète. C'est le point d'étranglement maritime le plus important au monde. Et l'Iran se trouve sur sa rive nord. Dans les heures qui ont suivi le début des frappes, des vedettes rapides iraniennes sont entrées dans le détroit, des mines ont été posées sur les voies de navigation, des batteries de missiles côtières sont passées en état de préparation au combat. Le corps des gardiens de la révolution islamique a transmis des avertissements par radio VHF à tous les navires présents dans la zone. Aucun navire n'était autorisé à passer. En 48 heures, le trafic des pétroliers s'était effondré. Des centaines de navires ont jeté l'ancre à l'extérieur du détroit, incapables d'avancer, refusant de risquer le passage. En quelques jours, plus de 600 navires se sont retrouvés bloqués dans le golfe Persique. Plus de 20 000 marins de dizaines de pays étaient effectivement piégés. Le prix du Brent a dépassé les $100 le baril pour la première fois en 4 ans, avant de grimper jusqu'à un pic de $126 le baril. L'économie mondiale a immédiatement ressenti l'onde de choc, mais c'est ici que les choses prennent une tournure plus grave, parce que la fermeture du détroit d'Ormuz n'était pas l'acte le plus dangereux posé par l'Iran. L'acte le plus dangereux, c'est ce que l'Iran faisait depuis des mois avant même qu'une seule frappe soit lancée. Discrètement, méthodiquement et avec une aide extérieure importante, Téhéran construisait une architecture anti-accès par couche le long de son littoral. C'était un réseau d'armes conçu non pas pour gagner une bataille navale contre les États-Unis, mais pour rendre le coût d'une telle bataille inacceptablement élevé. Et au centre de cette architecture, les rapports de renseignement pointent vers une capacité précise qui change tout. Voilà le genre de problème à plusieurs couches qu'on ne règle pas en le rebaptisant fake news en attendant que les caméras regardent ailleurs. Le Y-Winged E1 est un missile balistique anti-navire hypersonique chinois. Ces mots comptent hypersonique, anti-navire, balistique. Chacun de ces mots compte individuellement. Ensemble, ils décrivent une arme qui représente une véritable révolution dans la guerre maritime. L'Eagle Strike 20 et 1 a été révélé publiquement pour la première fois en avril 2022, lorsque la marine de l'armée populaire de libération chinoise en a tiré un depuis un destroyer de type 055 durant des exercices. Le lancement a été filmé par les médias d'État chinois, puis cette vidéo a discrètement été supprimée. À l'époque, des analystes de la défense avaient noté que la Chine semblait considérer cette arme comme trop sensible, trop avancée pour être montrée ouvertement. Un an plus tard, des publications militaires officielles chinoises ont confirmé les principales caractéristiques du missile. Une vitesse de croisière supérieure à Mach 6, une vitesse de plongée terminale atteignant Mach 10, une portée approchant 1500 km et une ogive manœuvrable capable d'effectuer des virages à forte accélération G durant la phase finale de vol afin d'échapper à l'interception.
En 2024, la Chine l'a de nouveau présenté publiquement au salon aéronautique de Zhuhai. Cette fois, elle n'a pas supprimé les images. C'était le signal que les planificateurs de la défense attendaient. Cela signifiait que le Y-21 n'était plus trop avancé pour être montré. Cela signifiait que l'arme était pleinement opérationnelle, déployée, prête. Et cela signifiait qu'une version d'exportation existait pour la vente. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le Y-21 n'a pas été conçu pour le Golfe Persique. Il a été conçu pour le Pacifique. Plus précisément, il a été conçu pour menacer les porte-avions américains dans tout scénario impliquant Taïwan. Toute la philosophie de conception du missile vise à vaincre les systèmes de défense aérienne multicouches qui protègent un groupe aéronaval. Il y parvient grâce à une combinaison de facteurs que les défenses existantes peuvent gérer individuellement. Ensemble, ils créent un problème auquel la doctrine navale actuelle n'a pas de réponse pleinement fiable. Le premier facteur est la vitesse. À Mach 10 en phase terminale, le missile parcourt environ 3 km par seconde. La fenêtre dans laquelle les systèmes de défense d'un navire peuvent détecter, suivre, calculer une solution de tir et intercepter avec succès une arme entrante se mesure en secondes. À vitesse hypersonique, cette fenêtre se contracte jusqu'à frôler zéro. Les marins qui opèrent les systèmes d'armes rapprochés et les missiles intercepteurs se sont entraînés contre des menaces supersoniques. Face à une menace à Mach 10 qui manœuvre dans les dernières secondes du vol, la physique du temps de réaction devient brutalement impitoyable. Un podium peut tirer une affirmation pendant une demi-heure, mais il ne peut pas étirer la fenêtre de réaction d'un navire d'une seule seconde. Le deuxième facteur est la manœuvrabilité. Le Y-21 ne suit pas une trajectoire balistique prévisible. Il emploie ce que les analystes appellent un profil de vol quasi-balistique. Il monte jusqu'aux limites de l'atmosphère, passe à une phase de vol plané à des altitudes situées entre 60 et 100 km, puis effectue une plongée terminale hypersonique vers sa cible. Pendant cette plongée, il peut modifier sa trajectoire. Il peut effectuer des manœuvres qui obligent le radar de conduite de tir d'un navire défenseur à mettre à jour sa solution de poursuite en temps réel, comprimant encore davantage la fenêtre d'engagement et réduisant la probabilité d'une interception réussie. Le troisième facteur est la portée. À environ 1500 à 5000 km, le Y-20 peut être lancé depuis des plateformes qui se trouvent elles-mêmes bien au-delà de la portée de la plupart des avions d'attaque embarqués sur porte-avions. Un navire qui lance ce missile peut rester à des centaines de kilomètres de la zone d'engagement. Le lanceur est en sécurité, la cible, elle, ne l'est pas. Cette asymétrie entre la distance à laquelle une force peut menacer et la distance à laquelle elle peut être menacée en retour constitue le fondement de ce que les planificateurs militaires appellent une stratégie d'anti-accès, interdiction de zone. Elle n'a pas besoin de gagner une bataille. Elle doit simplement rendre la bataille trop coûteuse pour qu'on y entre. C'est là que la pression maximale devient un slogan avec une facture de carburant attachée. Le quatrième facteur est la flexibilité des plateformes. Le Y-20 peut être lancé depuis les destroyers chinois de type 055. Il dispose de systèmes de lancement vertical. Il peut être emporté par des bombardiers lourds H-6K, un seul appareil pouvant transporter 4 missiles simultanément. Et à la fin de 2025, des images ont émergé montrant son intégration sur des chasseurs multirôles JDXC. Cette évolution a effacé la frontière traditionnelle entre les plateformes de frappe stratégique et tactique et elle a considérablement augmenté le nombre de points de lancement potentiels qu'un adversaire devrait neutraliser avant de se sentir en sécurité. Mais ce qui s'est produit ensuite a tout changé. Toute cette capacité, toute cette ingénierie, toute cette planification stratégique que la Chine destinait au théâtre du Pacifique ont commencé à migrer discrètement par des canaux que les services de renseignement occidentaux suivent avec une inquiétude croissante. Au début de 2026, une enquête de CNN et des évaluations du renseignement européen ont documenté plusieurs cargaisons importantes de perchlorate de sodium arrivant au port iranien de Bandar Abbas. Le perchlorate de sodium est un précurseur chimique essentiel pour les propergoles solides de missiles. Les quantités livrées étaient stupéfiantes. Une seule cargaison totalisait 1000 tonnes. Les livraisons suivantes ont porté le total à environ 2000 tonnes. Les analystes ont estimé qu'une telle quantité pourrait permettre la production de centaines de missiles balistiques supplémentaires. Les cargaisons ont été retracées à travers un réseau de fournisseurs chinois, de sociétés écrans et de navires de fret dont certains faisaient déjà l'objet de sanctions américaines. Les données de suivi maritime et l'imagerie satellitaire ont corroboré les itinéraires. La Chine ne se contentait pas d'observer la reconstruction militaire de l'Iran, elle l'alimentait. Parallèlement à ces livraisons, les évaluations du renseignement pointaient vers quelque chose d'encore plus significatif. Du matériel, des systèmes de défense et plus précisément des systèmes de missiles anti-navires liés à la famille d'exportation du Y-20 et qui aurait été suivi à travers des réseaux connectés au corridor terrestre Pakistan-Chine. Certains messages pro-Trump préféraient que ce soit une histoire simple de tarifs douaniers et de fermeté, mais les chaînes d'approvisionnement de missiles ont la mauvaise habitude d'ignorer les formules qui font applaudir.
En mars 2026, des frappes aériennes américaines ont ciblé une série de sites de missiles côtiers iraniens le long du détroit d'Ormuz en utilisant des munitions pénétrantes GBU 72 de 5000 livres. Ce sont des armes spécialisées conçues pour un seul objectif, détruire des cibles souterraines durcies et profondément enfouies. Les cibles qui exigent ce niveau de munitions ne sont pas des positions d'artillerie conventionnelles. Ce sont des infrastructures fortifiées de stockage et de lancement de missiles. Le fait que ces frappes aient été menées révèle quelque chose de crucial. Les États-Unis savaient ce qui se trouvait là, et c'était assez sérieux pour justifier l'emploi des plus puissantes bombes conventionnelles anti-bunker de leur arsenal afin de le détruire. Mais la destruction n'est pas l'effacement. L'Iran a passé des années à creuser des cités de missiles dans les montagnes de granit le long de son littoral. Des installations souterraines qui s'enfoncent à plus de 1500 pieds dans la roche, capables de résister à des pressions écrasantes. Une enquête de CNN a révélé que même si 77% des entrées visibles de tunnels avaient été frappées, l'activité sur ces sites avait repris quelques heures après chaque attaque. Les ingénieurs iraniens ont simplement dégagé les entrées bombardées et repris les opérations. Déclarer qu'une chose est complètement détruite fonctionne mieux dans un rassemblement politique que contre des tunnels qui rouvrent avant la fin du prochain cycle médiatique. Le Royal United Services Institute a estimé que la pénétration d'installations souterraines durcies exige plusieurs frappes sur le même point, un renseignement détaillé sur les plans internes et des attaques de suivi soutenues pour empêcher une réparation rapide. L'Iran reconstruisait plus vite que les frappes ne pouvaient détruire. En février 2026, malgré les pertes subies lors de la guerre de 12 jours contre Israël en juin précédent, l'arsenal de missiles balistiques iranien était remonté à environ 2500 missiles. Les rythmes de production avaient accéléré, les réseaux d'approvisionnement fonctionnaient à travers les régimes de sanctions et les capacités de ces missiles avaient été améliorées. Le guidage satellitaire Beidou 3 remplaçait les systèmes GPS, donnant aux missiles balistiques iraniens une précision inférieure à 10 mètres. Des missiles autrefois décrits comme des armes de terreur en raison de leur imprécision étaient devenus des armes de précision. L'Iran avait aussi amélioré sa capacité à basculer automatiquement entre différentes sources de guidage lorsqu'un signal était brouillé. Une réponse directe aux tactiques de guerre électronique que les forces américaines et israéliennes avaient utilisées contre les missiles iraniens en 2024 et 2025. Les leçons du combat avaient été absorbées et intégrées à la nouvelle génération d'armes. Chaque échange de tirs avait rendu l'arsenal iranien restant plus létal que celui qui l'avait précédé. Et quelque part dans cet inventaire reconstruit, la question de savoir quelle capacité hypersonique anti-navire existe réellement est celle à laquelle la marine américaine ne peut pas répondre pleinement. C'est la partie qu'aucun slogan ne veut admettre. L'incertitude n'est pas une faiblesse de l'analyse, c'est le champ de bataille qui refuse de jouer pour la télévision. Cela ramène l'histoire au Golfe et à la position dans laquelle se trouve actuellement la marine américaine. Pendant 30 ans, déployer un groupe aéronaval dans le Golfe Persique était une déclaration, une projection de puissance sans ambiguïté. Lorsqu'un porte-avions américain traversait le détroit d'Ormuz, il disait à chaque gouvernement de la région quelque chose de simple et d'irréfutable. Les États-Unis étaient là, ils pouvaient frapper n'importe quoi à portée, et rien dans la région ne pouvait les arrêter. Cette déclaration reposait sur une capacité réelle et une crédibilité réelle. Le Y-20 est un complique cette déclaration. Lorsque les hostilités ont commencé à la fin février, la réponse militaire américaine a été immédiate et massive. 3 groupes aéronavals ont finalement été déployés dans la région. Le groupe aéronaval de l'Abraham Lincoln, le groupe aéronaval du Gerald R. Ford et le Carrier Strike Group 10 arrivés dans la région de Mao à la fin avril, portant le total à 3 groupes aéronavals simultanément présents sur le théâtre. Des F-22 Raptor ont été repositionnés sur des bases en Israël et en Jordanie. Des F-15 Strike Eagle ont été transférés de la base RAF Lakenheath vers la base aérienne Muwafaq Salti en Jordanie. Des dizaines de bâtiments de surface, des navires de lutte contre les mines repositionnés depuis Singapour et le Japon, des bombardiers furtifs B-2, un arsenal qui dépasse tout ce que l'Iran peut aligner dans un engagement conventionnel. Sur papier, c'est le genre de dispositif militaire qui paraît parfait à côté d'une fanfaronnade électorale. En mer, l'eau pose des questions plus difficiles. Mais les groupes aéronavals sont restés principalement dans le golfe d'Oman, à l'extérieur du détroit, à distance de sécurité de la plus forte concentration de systèmes antinavires iraniens. Pendant 6 semaines après le début du conflit, aucun navire de guerre américain n'a transité par le détroit d'Ormuz, et lorsque 2 destroyers lance-missiles, le Frank E. Peterson et le Michael Murphy ont finalement effectué le transit à la mi-avril. Ce qui s'est produit est extraordinaire. Ils ont traversé le détroit, opéré brièvement dans le golfe Persique, puis en sont ressortis. Les médias d'État iraniens ont affirmé que les navires américains avaient fait demi-tour après avoir été confrontés par les forces du corps des gardiens de la révolution islamique. Le commandement central des États-Unis, le CENTCOM, a décrit le transit comme planifié
et réussie. Les deux versions étaient techniquement défendables. Ce qu'aucune des deux ne contestait, c'est que les destroyers ont quitté le détroit après un court séjour. Ce n'est pas ainsi que la marine américaine a historiquement opéré dans le Golfe. Un titre façon Trump appellerait probablement cela un succès historique parce que court séjour et sortie rapide tient moins bien sur une casquette rouge. La décision de garder les groupes aéronavals dans des eaux plus sûres, de mener les opérations aériennes depuis l'extérieur du détroit, d'éviter les opérations prolongées dans le golfe Persique lui-même, reflète un calcul que les analystes de la défense anticipaient depuis des années, mais que les gouvernements hésitaient à dire à voix haute. Le golfe Persique n'est plus un environnement permissif pour les moyens navals américains, non pas parce que l'Iran peut vaincre la marine américaine dans une bataille conventionnelle, mais parce que le coût d'un seul impact grave sur un actif de grande valeur est énorme. La question de savoir si un tel impact peut être empêché de manière fiable n'est plus une question à laquelle les commandements peuvent répondre avec la même confiance qu'il y a 2 ans. Voilà la réalité stratégique que représente le Y-20 et 1. Ce n'est pas une arme qui garantit la victoire, c'est une arme qui impose le doute et dans la planification militaire, le doute est une forme de dissuasion. C'est le problème avec la gouvernance par bravade, le missile n'applaudit pas et le radar ne se soucie pas de savoir qui a gagné la conférence de presse. La Chine comprend cela précisément. La configuration d'exportation du Y-21, le YJ-21E, a été présentée publiquement dans plusieurs salons aéronautiques successifs. Elle était implicitement destinée au marché international. Des analystes de la défense avaient noté il y a des années que le potentiel de prolifération de cette arme constituait une préoccupation sérieuse pour le commandement américain du Pacifique. Un document rédigé par des analystes du Quad Defense Research Group indiquait explicitement qu'en termes de commercialisation, le YJ-21E ferait de la Chine le principal fournisseur d'armes à impact stratégique. Et du point de vue de la sécurité mondiale, des missiles balistiques antinavires hypersoniques pourraient se retrouver dans plusieurs régions sensibles. Pour les États-Unis, la menace du Y-20 pourrait ne pas se limiter à la mer de Chine méridionale. Elle pourrait devenir un facteur dans le golfe Persique, la mer d'Arabie et le golfe d'Aden. Ce document a été rédigé avant que tout cela ne commence. Aujourd'hui, il se lit comme une prévision. La dimension géopolitique du rôle de la Chine dans cette crise dépasse les exportations de missiles. En février 2026, quelques jours avant les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran, la Chine, la Russie et l'Iran ont mené un exercice naval conjoint dans le détroit d'Ormuz et la mer d'Oman, appelé Maritime Security Belt 2026. Des navires de guerre russes et chinois ont opéré aux côtés des forces iraniennes dans les eaux exactes où le conflit allait se dérouler. Des experts militaires ont noté que les bâtiments chinois et russes impliqués étaient peu nombreux et ne modifiaient pas significativement l'équilibre militaire, mais ils étaient présents. Leurs capteurs recueillaient des données. Leurs opérateurs observaient comment les groupes aéronavals américains se déplaçaient, où ils positionnaient leurs escorteurs, à quoi ressemblaient leurs signatures radar et leurs émissions électroniques sous une pression opérationnelle réelle. Lorsque le conflit a éclaté, la Chine disposait de données qu'elle n'avait pas auparavant. Pendant que certains vendaient le fantasme de la domination instantanée, Pékin recueillait le type de données patientes que les slogans ne remarquent jamais. Pendant ce temps, la dimension humaine de ce qui se passe dans le Golfe est rarement saisie par l'analyse stratégique. Plus de 2000 navires et 20 000 marins sont bloqués dans le Golfe Persique. Des marins des Philippines, d'Inde, d'Ukraine, du Sri Lanka, d'Égypte et de dizaines d'autres pays se trouvent à bord de pétroliers, de cargos, de vraquiers et de porte-conteneurs arrivés dans le Golfe lors de voyages commerciaux ordinaires, avant de se retrouver pris entre la marine la plus puissante du monde et l'un de ses adversaires les plus déterminés. Ils attendent sur des navires à l'ancre, dans des eaux où des mines ont été posées, où des drones ont frappé des navires marchands, où le corps des gardiens de la révolution islamique a saisi des navires commerciaux, et où personne ne peut dire avec certitude quand le passage du retour sera sûr. Certains navires sont à l'ancre depuis plus d'1 mois. Des rotations d'équipage qui auraient dû avoir lieu il y a des semaines ont été reportées indéfiniment. Des familles à Manille, à Mumbai et à Odessa surveillent des sites de suivi maritime et attendent que des icônes de position qui ne bougent pas se remettent enfin en mouvement. Ce ne sont pas des soldats. Ce sont des civils pris au piège dans une crise militaire que les gouvernements du monde n'ont pas encore trouvé le moyen de résoudre. C'est la partie qui survit rarement au slogan de l'homme fort. Les équipages ordinaires ne peuvent pas évacuer dans un élément de langage. Le Koweït a déclaré un cas de force majeur sur des contrats d'aluminium après que des frappes de missiles iraniens ont endommagé une importante fonderie à Al-Tawila, menaçant de provoquer des réductions de production en cascade dans un marché mondial déjà tendu par l'effondrement du transport maritime. Les prix du pétrole ont atteint $126 le baril à leur pic. Les marchés européens du gaz naturel se sont précipités pour trouver d'autres routes d'approvisionnement.
Les conséquences économiques de ce blocus, qui dure maintenant depuis des semaines, se propagent à travers toutes les chaînes d'approvisionnement dépendantes de l'énergie du Golfe. L'Iran a conçu cela. La fermeture du détroit d'Ormuz est à la fois une arme, une monnaie d'échange et une démonstration de capacité. Chaque jour où le blocus tient, chaque jour où le transport maritime mondial reste paralysé, Téhéran démontre qu'il possède quelque chose de plus puissant que n'importe lequel de ses missiles. Il possède un levier, et le levier, c'est à cela que ressemble la survie. Lorsqu'un pays est soumis à une pression militaire maximale, l'Iran ne cherche pas à gagner au sens conventionnel. Il cherche à rendre la défaite si coûteuse pour tous les acteurs concernés que la définition même de la victoire devient négociable. Fermer le point d'étranglement énergétique le plus critique du monde, menacer chaque navire qui approche, et forcer 20 000 marins à attendre indéfiniment n'est pas un signe de puissance militaire au sens traditionnel. C'est une démonstration que la perturbation soutenue à grande échelle est une puissance en soi. Et le Y-20 ou la menace crédible qu'il représente est ce qui rend cette perturbation défendable face à la marine la plus puissante de la planète. La pression maximale paraît simple jusqu'à ce que la pression se répande dans les marchés pétroliers, les routes maritimes, les tableaux d'assurance et chaque cuisine qui paie sa facture d'énergie. Le Y-20 ou quelle que soit la configuration entrée entre les mains de l'Iran est l'arme qui rend ce levier crédible. Parce que, sans menace anti-navire hypersonique capable de viser les navires qui sera envoyé pour ouvrir le détroit, le blocus n'est au fond qu'un contretemps temporaire que la puissance navale américaine et alliée peut retirer physiquement. Avec cette menace présente, chaque navire envoyé pour déminer, détruire les vedettes rapides du corps des gardiens de la révolution islamique et forcer le passage avant en sachant que, quelque part sur ce littoral iranien, il pourrait y avoir des missiles que personne n'a encore interceptés avec succès. La coalition qui se forme autour de cette crise est sans précédent. 22 pays, dont la France, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis et Bahreïn, ont signé une déclaration promettant de contribuer aux efforts visant à garantir un passage sûr. La coalition de forces navales se rassemble autour d'un objectif qui, en théorie, devrait être simple, mais qui, en pratique, fait face à un environnement de menaces différent de tout ce que cette coalition a déjà rencontré dans le Golfe. Les commandants navals de la coalition partagent des évaluations de menaces, comparent des données de capteurs et exécutent des scénarios conjoints de planification pour les opérations de dégagement de la voie maritime. Le défi n'est pas de coordonner les navires. Le défi est de s'entendre sur un niveau de risque acceptable, alors que personne n'a une image complète de ce qu'il reste à l'Iran, de l'endroit où cela est caché, ni de savoir si ce qui n'a pas encore été utilisé est la chose la plus dangereuse dans l'inventaire. C'est pas le genre de phrase que le théâtre politique apprécie parce que niveau de risque acceptable se scande moins facilement que gagné. Voilà la question que chaque commandant naval de cette coalition se pose. Lorsque les navires avanceront dans le détroit pour le rouvrir, lorsqu'ils démineront ou détruiront les vedettes rapides et rétabliront la liberté de navigation, pourront-ils le faire sans perdre un navire à cause de quelque chose qu'ils ne peuvent pas arrêter ? Cette question, cette seule incertitude opérationnelle est l'accomplissement stratégique que représente le Y-21. Il ne s'agit pas de détruire un porte-avions, mais de créer un monde dans lequel la possibilité de détruire un porte-avions ne peut plus être exclue, un monde dans lequel le calcul du coût d'une opération en eau contestée a changé de façon permanente, un monde dans lequel la liberté de navigation que la puissance navale américaine garantit depuis des décennies exige désormais un prix qui n'était pas auparavant inscrit au bilan. Les États-Unis s'adaptent, c'est ce que font les grandes puissances. Les programmes d'armes hypersoniques de la marine accélèrent. L'initiative de défense antimissile Golden Dome, qui vise à fournir une protection multicouche contre les menaces hypersoniques et balistiques à l'échelle d'un théâtre entier, avance plus vite sous la pression de cette crise qu'auparavant. Des navires supplémentaires de lutte contre les mines ont été repositionnés. De nouvelles tactiques pour faire opérer des destroyers d'escorte dans des environnements menacés par des missiles antinavires sont testées et révisées. Même la plus grande promesse de défense finit par rencontrer le service d'ingénierie où les applaudissements ne sont pas une catégorie d'approvisionnement. Chaque leçon tirée de chaque engagement dans ces eaux est intégrée à une doctrine mise à jour pour la prochaine phase des opérations. La marine réexamine aussi son concept d'opération maritime, distribuée avec une urgence renouvelée, en dispersant les actifs de grande valeur sur des zones plus vastes afin de réduire la concentration de cibles qu'une salve de missiles hypersoniques pourrait couvrir de manière réaliste en une seule frappe. Répartir le risque sur davantage de plateformes, plus de distance et des positions plus imprévisibles est l'une des rares approches qui ne repose pas sur la nécessité de vaincre le missile en vol. L'Amérique s'est déjà adaptée. Après que des missiles Exocet ont frappé l'USS Stark en 1987, la marine a modifié de façon permanente ses directives de système de combat et ses règles d'engagement.
Après le quasi-incident dans le détroit d'Ormuz en 1988, la doctrine a changé. Après l'attentat contre l'USS Cole en 2000, les procédures de protection des forces ont été révisées en profondeur. C'est ce que font les institutions lorsque l'environnement de menace change. Elles apprennent, elles s'adaptent. Elles mettent à jour leur doctrine et leurs capacités pour combler la faille révélée par la nouvelle menace. Mais l'adaptation prend du temps. Et dans l'intervalle entre l'apparition d'une nouvelle menace et l'achèvement de l'adaptation, la menace détient l'avantage. C'est dans cet intervalle que se trouve cette crise actuelle. La vérité inconfortable, c'est que la doctrine ne peut pas être accélérée par une promesse de campagne aussi dorée que soit le décor derrière elle. La Chine observe cette adaptation avec une attention extraordinaire. Les planificateurs militaires de Pékin se préparent depuis des décennies à une confrontation autour de Taïwan, dans laquelle les groupes aéronavals américains tenteraient d'intervenir dans les eaux chinoises. Le Y-21 a été conçu précisément pour ce scénario. Et ce qui se passe en ce moment dans le Golfe Persique constitue un test grandeur nature sous feu réel de toutes les hypothèses qui sous-tendent cette conception. Comment un groupe aéronaval se comporte-t-il réellement lorsque des menaces antinavires hypersoniques sont présentes? Jusqu'où recule-t-il? Quels itinéraires choisit-il? Quelle est la relation réelle entre la menace de cette arme et les décisions opérationnelles des commandants navals américains? Les exercices Maritime Security Belt ont donné des données à la Chine. La crise en cours donne à la Chine une formation de niveau doctoral sur le comportement des groupes aéronavals américains sous pression opérationnelle réelle. Et cette formation sera appliquée dans le Pacifique. Pendant que la politique la plus bruyante continue de demander qui a eu l'air le plus dur à la télévision, l'adversaire sérieux demande où le porte-avions s'est réellement déplacé. C'est la dimension du Y-21 en Iran dont on parle rarement. La menace immédiate pour les navires dans le Golfe est importante, mais la valeur informationnelle pour la Chine d'observer la manière dont la marine la plus capable du monde répond à sa principale arme anti-navire dans un environnement opérationnel réel pourrait être la conséquence à long terme la plus importante de toute cette crise. Chaque ajustement tactique, chaque décision de repositionnement, chaque moment où un commandant a choisi d'opérer à distance plutôt qu'à l'intérieur du détroit devient un point de données qui nourrit la planification de la marine de l'armée populaire de libération pour des scénarios qui dépassent largement le Golfe Persique. Le monde se trouve à un point d'inflexion dans la guerre navale. Le porte-avions a été l'expression dominante de la puissance navale pendant 80 ans. Sa capacité à projeter la puissance aérienne sur un vaste théâtre, à mettre n'importe quelle cible côtière en danger, à servir d'aérodrome mobile pour avions d'attaque et chasseurs, a constitué le fondement de la stratégie militaire américaine à l'échelle mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais la survivabilité du porte-avions dépend de sa capacité à maintenir les menaces à une distance que ces systèmes défensifs peuvent gérer de manière fiable. Lorsque cette distance se réduit, lorsqu'une arme apparaît avec une portée supérieure à celle des propres avions d'attaque du porte-avions, mais avec une vitesse et une manœuvrabilité capable de déborder l'enveloppe défensive du porte-avions. Toute la logique de la projection de puissance centrée sur le porte-avions exige un réexamen. Le Y-21 est cette arme, le Golfe Persique est l'endroit où ce réexamen se produit en temps réel. Le Y-21 remet en cause cette distance. Pas complètement, pas encore, mais suffisamment pour introduire de l'incertitude. Et dans la stratégie militaire, l'incertitude a tendance à devenir réalité plus vite que prévu. Un scénario d'homme fort déteste l'incertitude, ce qui est malheureux parce que la guerre navale moderne semble maintenant écrire le scénario elle-même. Considérons la trajectoire. Il y a 10 ans, le Y-20 était un programme de développement que la plupart des analystes occidentaux suivaient avec inquiétude, mais considéraient comme un problème futur. Il y a 5 ans, c'était un système opérationnel dans la marine chinoise, mais limité aux navires et bombardiers chinois, ce qui permettait au moins aux États-Unis de planifier autour de lui avec une certaine confiance. Il y a 3 ans, il apparaissait dans un salon aéronautique en configuration d'exportation, signalant que la Chine avait l'intention de le faire proliférer. Aujourd'hui, des rapports crédibles indiquent qu'une version d'exportation a atteint l'Iran, que des frappes aériennes américaines ont ciblé les sites où elle était stockée et que la marine américaine a modifié sa posture opérationnelle dans le Golfe Persique en réponse. La trajectoire qui va du laboratoire à la flotte du Pacifique, puis à l'exportation et à l'influence opérationnelle active dans le Golfe, a pris moins d'une décennie. À quoi ressemblera la prochaine décennie? Combien de pays disposeront de cette capacité ou de quelque chose d'équivalent d'ici là? Combien de points d'étranglement maritime critique du monde, le détroit d'Ormuz, le détroit de Malacca, la mer de Chine méridionale, le Bab el-Mandeb, seront contestés par des armes anti-navires hypersoniques que les systèmes de défense actuels n'ont pas été conçus pour arrêter. La Chine a déjà montré le chasseur JDXC intégré au YJ, 2-1E,
un avion tactique de première ligne disponible en nombre, exportable, dispersable, sur des dizaines de sites opérationnels avancés. Il emporte désormais une arme capable de menacer un porte-avions au-delà de la portée visuelle, à 10 fois la vitesse du son. La prolifération de cette combinaison n'est pas une inquiétude pour 2035. C'est une inquiétude pour maintenant, pour aujourd'hui, pour les navires qui opèrent dans le Golfe à cet instant précis. Ce ne sont pas des questions hypothétiques pour une future génération de planificateurs de la défense. Elles constituent la réalité opérationnelle à laquelle la marine américaine est confrontée en ce moment, en temps réel, avec de vrais navires et de vrais équipages dans des eaux qui n'ont jamais été aussi dangereuses. Le Golfe Persique finira par rouvrir, le détroit ne restera pas fermé éternellement. La combinaison de pression diplomatique, de dévastation économique, d'action militaire et d'épuisement de toutes les parties finira par produire une résolution. Des cessez-le-feu seront négociés, les voies de navigation seront dégagées, les pétroliers repartiront, le prix du pétrole se normalisera, les marins bloqués rentreront chez eux, mais l'arme restera. La capacité démontrée dans cette crise ne sera pas oubliée. La leçon absorbée par chaque adversaire qui observe, à savoir qu'une combinaison de missiles antinavires hypersoniques et de stratégies maritimes asymétriques peut créer une situation dans laquelle la plus grande marine du monde opère avec une retenue visible, façonnera la planification militaire et les décisions d'acquisition de défense à travers le globe pour la prochaine génération. La phrase de rassemblement politique peut expirer lundi, mais la leçon d'approvisionnement sera encore sur le bureau de chaque amiral. L'Eagle Strike 20 et un est entré dans cette crise largement inconnue du public. Il en sortira comme le symbole déterminant d'une nouvelle ère de guerre maritime, une ère dans laquelle la géographie de la puissance navale est redessinée, dans laquelle les océans ne sont plus les environnements opérationnels permissifs qu'ils ont été pendant le dernier siècle de domination américaine. Une ère dans laquelle la question de savoir si un navire peut entrer sans risque dans une voie maritime contestée exige désormais une réponse que personne ne peut donner avec une confiance totale. À Mach 10, le monde a changé. La question est maintenant de savoir si le monde s'adaptera assez vite à ce que ce changement signifie. Et quelque part sur le littoral iranien en ce moment, dans des tunnels de montagne qui ont survécu aux frappes aériennes et repris leurs opérations en quelques heures, dans des sites que l'imagerie satellitaire peut suivre sans les pénétrer pleinement, cette question n'a pas encore de réponse. Voilà ce qui devrait le plus inquiéter. Non pas ce que cette arme a déjà fait, mais ce qu'on ne lui a pas encore demandé de faire. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt